Nous entamons l'après-midi avec une première session consacrée aux voix extrêmes. Donc nous allons aborder des genres de musique actuelle caractérisés en partie par une utilisation extrême des voix, du chant saturé dans leur remarquable diversité, métal symphonique, punk hardcore, black metal, étudiés sous leur aspect à la fois stylistique, sociologique, performatif et esthétique. Alors nous allons entendre dans un premier temps Charlène Bénard, docteur en musicologie. En sciences de l'information et de la communication. Ah, mais j'ai pas mis mais j'ai pas écrit mes notes comme il faut. J'espère que je me suis pas trompée pour la suite. Et vous êtes auteur d'une thèse à Sorbonne Nouvelle, jusque-là, c'est bon. Donc, qui aborde le métal symphonique sous la double optique du genre musical et du genre féminin. Et vous nous proposez donc l'analyse des voix féminines dans le métal symphonique. Une approche qui conjugue études techniques des techniques vocales et sociologie des genres, les genres dans les deux sens du terme, donc genre et gender, et études de la communication. Voilà, nous vous écoutons. Merci. Alors, c'est pour là, le diaporama. Super. Bon, ok. Désolée Céline de vous avoir corrigé justement. En fait, justement, c'est une des grosses précisions que je veux faire. C'est une des grosses précisions que je veux faire. Je ne suis pas musicologue, et vous allez le voir. Donc, soyez gentils avec moi. En fait, je suis sociologue des médias, et j'ai soutenu une thèse en décembre dernier en sciences de l'information et de la communication, avec une approche sociologique. Moi, donc, ma thèse, en réalité, j'aurais pas pu en construire la problématique sans écouter un minimum le matériau musical. Donc, ma thèse, elle interroge le degré d'intervention de ce que moi j'appelle le gender féminin pour le différencier du genre musical. Donc, l'intervention de ce gender féminin dans la construction d'un genre musical qui s'appelle le métal symphonique. Alors, je vous explique, le métal symphonique, qu'est-ce que c'est ? C'est un sous-genre de musique métal qui est né en Europe en 1996, pour être précise, et qui compte à cette époque plusieurs nouveautés dans la culture métal. D'abord, une hybridation au sens de Franco Fabri formelle entre des musiques métal et des musiques orchestrales, comme son nom l'indique. Et, comme son nom ne l'indique pas, ce sont très rapidement les chanteuses qui vont caractériser ce genre de métal. Puisque le chant du métal symphonique, il est à 80% assuré par des femmes, alors que paradoxalement, le métal, depuis ses débuts et dans le monde entier, compte en moyenne 3% de musiciennes. Donc, très vite renommée métal à chanteuse en France dès l'année 2003, on va penser que le métal symphonique, c'est un genre de musique métal orchestrale, certes, mais qui compte surtout à son micro une chanteuse, en particulier une chanteuse lyrique. Donc, on peut se dire que le métal symphonique, il est réductible à la règle formelle de Franco Fabri, qu'il s'agisse de l'inspiration orchestrale, de la voix féminine ou de la technique vocale lyrique. Mais c'est pas si simple. Parce qu'on voit souvent que des initiatives à voix féminine non lyrique sont facilement incluses dans le genre métal symphonique, métal à chanteuse, tandis que d'autres initiatives orchestrales à voix masculine se font appeler autrement power metal en tête. Donc à ce stade, on a envie de se dire que c'est réglé, surtout quand on est sociologue. Le genre musical n'a rien à voir avec le matériau sonore. Sinon, le métal symphonique comme genre, il inclurait tous les groupes de métal orchestral, rejetterait tous les autres, et voilà, c'est fini. Pourtant, ce que j'appelle les gens, c'est la communauté, la scène métal. Ce que les gens reconnaissent comme métal symphonique, c'est surtout un ensemble de groupes à chanteuses, bien plus qu'un ensemble de groupes orchestraux à chant lyrique. Donc, le genre musical s'entend bien socialement comme une action sociale, dont l'étiquetage permet avant tout de se repérer entre individus selon certaines valeurs culturelles. C'est également ce qu'entend Franco Fabri, qui finalement propose une définition assez sociale du genre musical, je cite, « un ensemble d'événements musicaux dont le cours est établi par un ensemble de règles socialement acceptées ». Ces règles, qui sont 5 selon lui, elles sont fixées socialement, certes, mais pas arbitrairement.
En particulier dans la mesure où la première hyper-règle qu'il pose, c'est la règle formelle, celle du matériau musical, celle de ce qu'on entend. Et c'est avec elle qu'on va travailler aujourd'hui. Puisqu'il semblerait qu'il y ait un rapport beaucoup plus étroit que ce que l'on croit, et donc plus matériel, plus sonique, entre les principaux reproches que l'on formule au métal symphonique et ses diverses techniques et styles vocaux. Puisque, en effet, le métal symphonique, par son étiquette métal à chanteuse, qui est une étiquette péjorative, il est souvent accusé d'un déficit de puissance, alors que la puissance, c'est la valeur constitutive de la culture métal. Puissance qui s'exprime en termes d'agressivité et de lourdeur, et soniquement parlant, par le volume sonore. C'est un paradoxe qui se confirme quand on commence à écouter la musique. Puisque, en réalité, on a bon nombre de groupes et de morceaux de métal symphonique qui n'utilisent pas la technique vocale lyrique, mais plutôt des registres vocaux en M2 qui peuvent souvent s'en éloigner du lyrique, ce qui pourrait par ailleurs expliquer le reproche du manque de puissance adressé à ces musiques-là. Donc l'idée ici, c'est d'interroger la notion même de puissance en intégrant les traits musicaux à une analyse sociale que j'ai faite pendant 750 pages de thèse, afin de mesurer des corrélations entre les traits sonores et le vocabulaire utilisé pour en parler. Donc pour ce faire, moi, je combine deux choses analysées aujourd'hui. D'abord, une analyse comparative d'un corpus de chroniques de disques dans la presse musicale française, la presse métal française, et un ensemble de singles des groupes emblématiques du genre. Donc d'abord la presse. La presse métal en France, elle est particulièrement importante, puisque, c'est le seul média de masse du métal en France, et donc la seule institution du genre. Donc j'ai analysé les critiques de disques des magazines français les plus tirés entre 2003 et 2008, donc dans l'ordre Rock Hard, Hard and Heavy et Metalops. Et pourquoi entre 2003 et 2008 ? Puisque cette période, c'est ce que j'ai appelé l'âge d'or du métal symphonique, puisque je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est la période où on trouve le plus grand nombre de groupes et de concerts en France, mais aussi à ce moment-là que ces groupes sont les plus médiatisés, les plus rentables. Et donc, à côté de ça, là, vous avez 4 extraits qu'on va analyser des 3 groupes emblématiques du genre, Nightwish, Within Temptation et Epica, qui sont tous les 3 à chanteuses, et surtout tous les 3 à chanteuses soprano. Un petit mot sur la méthode avant de passer au cœur de l'analyse. Donc, en ce qui concerne la méthode d'analyse de presse, j'ai analysé le discours par des champs lexicaux en me demandant comment sont décrites les voix et est-ce qu'un rapport est établi avec la puissance. Pour ça, j'ai isolé d'abord des champs lexicaux stylistiques en termes de voix. Est-ce que c'est lyrique ? Est-ce que c'est aigu ? Est-ce que c'est pop ? Ensuite, des champs lexicaux du jugement de valeur. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que c'est beau ? Est-ce que c'est moche ? Etc., etc. En particulier, les valeurs de la culture métal. Est-ce que c'est puissant ? Est-ce que ce n'est pas puissant ? En ce qui concerne l'analyse des voix, donc, je le répète, je ne suis pas musicologue, je suis sociologue et j'ai fait solfège LV12. Donc, je fais une écoute musicale avec des capacités de solfège limitées, mais moi, je suis technicienne vocale depuis très longtemps, donc j'ai reconnu les techniques vocales à l'oreille. Donc je suis expérimentée pour écouter les placements, les mécanismes, les styles, etc. etc. Chose que j'ai analysée sous 3 dimensions, les mécanismes laryngés, le placement du son et les effets stylistiques. 2 petites précisions à faire avant de vraiment commencer. Déjà, je fais une différence ici entre technique et style. Technique, ça renvoie juste à une manière de faire, là où style, c'est un continuum de choix qui sont effectués. Et enfin, dernière précision, quand je parle de chant lyrique, ici je fais une analyse comparative. Donc je définis pas de chant lyrique en soi, mais je vais dire que tel chant est plus lyrique qu'un autre selon l'échelle de normes sociales auxquelles on s'attend. Donc il est temps de passer au résultat que j'ai divisé en 3 familles de chants. D'abord, en liant presse, donc le discours et le matériau qu'on entend. Donc le chant lyrique, le chant aigu et le chant pop. Donc d'abord, le chant lyrique. Le chant lyrique, tel qu'il est décrit par la presse métal à ce moment-là, il est décrit comme puissant. Il renvoie à des techniques vocales qui, matériellement, sont beaucoup plus reliées à la puissance, entendue comme puissance sonore. Le modèle par excellence, on la voit sur l'image, c'est la chanteuse Tarja Turunen du groupe Nightwish. Et c'est en tout cas son chant qui se rapproche le plus de ce qu'on a envie d'appeler chant lyrique, bien qu'on puisse en discuter en termes de vibrato de Tarja, mais ce n'est pas la question aujourd'hui.
Pour bien comprendre ce qui se passe, je vous ai parlé d'un corpus entre 2003 et 2008 et en fait, je vais m'en écarter puisqu'on va faire un petit détour par l'année 1998 pour comprendre comment est posé le standard du chant du métal symphonique et à quoi vont continuellement être comparées les initiatives musicales suivantes. Donc on va écouter un extrait de l'album Stargazers. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas musicologue, donc j'ai écrit les notes avec un langage que je peux comprendre. Ok. Alors ici, on a une étendue de notes qui est assez large et surtout très aiguë, puisque l'essentiel des notes, qui sont pour la plupart situées au-dessus du Do5, sont très difficilement chantables en M1, même pour une soprane. En termes de technique vocale, le morceau, c'est le plus lyrique qu'on va entendre du corpus. Le mécanisme ici, on est sur un M2, avec des plis vocaux très accolés, avec un larynx très relevé et une pression d'air peu élevée, surtout si on compare au M1. Le placement, ici, on est sur une couverture qui va de pair avec un voile du palais qui est relevé, ce qui donne cet effet de bascule qui ouvre le conduit vocal et qui amplifie la projection de la voix et donc la puissance sonore. Le style, lui, en termes de choix esthétique, il se rapproche le plus du chant d'opéra, puisqu'on a des techniques vocales qui sont linéaires, on n'a pas d'écollement, les notes, elles sont tenues, on n'a pas de changement de registre et une prononciation surtout qui est très voyellisée. Et donc, parallèlement à ces traits vocaux, la presse, elle va relier ce qu'elle nomme chant lyrique à la notion de puissance. On le voit là d'abord dans le premier extrait, c'est une interview de Nightwish par son fondateur qui est le claviériste qui nous dit « Nous sentions que la voix de Tarja était trop forte pour les musiques acoustiques. C'est la raison pour laquelle nous avons ajouté une distorsion à la guitare. » Donc ici, la voix, elle est bien reliée à la notion de puissance sonore. Elle est trop forte. Et c'est même elle qui pousse le groupe à passer de l'acoustique au métal au moment de sa fondation. Et dans le même numéro, c'est la critique du disque qu'on voit en dessous du trait horizontal. Cette critique le confirme. Ce qui marque, c'est surtout la voix puissante et parfaitement maîtrisée de Tarja. Et donc, dans cet esprit, les autres groupes à chant qui sont dits lyriques par la presse, ils vont être évalués positivement, parce que ce chant, il est toujours décrit comme puissant à ce moment-là. À commencer par le groupe Epica, qu'on va écouter juste après. D'abord, on lit les chroniques. Chronique numéro 1, en 2003, le magazine Rock Hard nous présente le premier album d'Epica et nous dit « Dans la série des groupes avec voix féminine de type opéra, dont le leader incontesté Nightwish, etc., cet album est puissant, lyrique, envoûtant. » Donc là, on a bien une articulation entre voix d'opéra lyrique et puissance. Deuxième chronique, à droite, toujours sur Epica, 2 numéros plus tard. Epica est la nouvelle sensation européenne du métal symphonique à voix lyrique. Avec une jeune chanteuse de 18 ans manquant d'expérience, mais quelle voix, quelle puissance, quel organe. Donc là, on a encore une association entre voix lyrique et voix puissante. Ensuite, sur la chronique en bas à gauche, Rock Hard persiste. Le magazine nous dit que la chanteuse a une voix parfaite pour le style, lyrique et puissante, et si elle n'a pas encore l'aplomb de ses concerts expérimentés, ça ne saurait tarder. Tandis que dans la dernière chronique, Nightwish est toujours tenu comme le standard du genre. En mélangeant heavy metal symphonique à la voix d'une vraie chanteuse opéra, la chanteuse, Tarja, est dotée d'un organe puissant au timbre tragique. Et donc, en plus d'une voix puissante, on va également l'associer à ce que la presse va très régulièrement appeler une voix cristalline, justement en raison de la technique vocale, en raison de ce qu'ils entendent. La technique vocale lyrique, ici, elle recherche la clarté de la voix, avec un accolement des cordes vocales, une faible pression d'air, et le résultat, c'est un son très clair qu'on va qualifier de très pur, que la presse, donc, je le répète, nomme voix cristalline. Autrement dit, une voix qui est éloignée des attendus saturés, agressifs du métal. Et c'est ça qui pourrait peut-être expliquer l'impression de perte de puissance et le reproche qui va être adressé plus tard à ce genre musical. Surtout quand la technique lyrique, elle est un petit peu moins évidente à entendre. Et pour ça, je vous fais écouter un deuxième morceau donc, de Epica, dont on a parlé à l'instant, de 2003. Donc là, on entend pas mal de différences avec le premier extrait. Malgré une étendue toujours assez large, elle est médium. On a très peu de notes qui sont au-dessus du Do5, on n'en a que 2. La plupart sont situées entre Fa4 et Si bémol 4.
Autrement dit, c'est faisable en M1 par une soprane et même par une mezzo. Donc le chant lyrique ici, c'est bien une affaire de choix. En termes de technique vocale, on est sur ce qu'on pourrait nommer un chant d'inspiration lyrique. Puisque en termes de mécanisme laryngé, on est essentiellement sur le même que celui de tout à l'heure. On est essentiellement sur du M2, avec accolement, larynx relevé, faible pression d'air. Pour le placement, c'est assez similaire aussi, peut-être un petit peu plus en arrière, peut-être un petit peu plus étouffé, pour des raisons de difficulté technique de la chanteuse Simone Simons, comme on a vu dans les chroniques. Son manque d'expérience vocale est souvent mentionné. Par contre, en termes de style, on peut entendre quelques phonèmes de quelque chose qui se rapprocherait un tout petit peu plus d'un style pop. Ça, c'est ce qu'on voit en bleu, par exemple, sur Silence et sur Forgiveness Is. On a un petit relâchement de la couverture avec une petite redescente du voile du palais. Le dernier mot, forget, on a un décollement, voire un passage en M1 qu'on peut peut-être encore une fois traduire par une difficulté à rester sur un registre lyrique parce que les notes, on est sur Do4 et Ré4 et on est avec une chanteuse soprane, donc difficile. Et enfin, en mauve, je ne sais pas si on voit sur le Ré5 là, dans Justice et avant Cries, on a quelques éléments de mobilité vocale qui sont malvenus dans un style lyrique avec des voyelles découpées, ici avec un phonème soufflé. Justice, je ne sais pas si vous avez entendu, ça fait Justice, Cries. Donc, une fois qu'on a entendu le morceau, ça peut aider à comprendre les confusions qu'on va voir dans la presse entre une voix lyrique et une voix claire, cristalline. Dans la première chronique, celle de Nightwish, elle désigne la même chose. La voix lyrique et voix cristalline, ça veut dire la même chose. On le voit, hein, Tarja cherche à économiser sa voix cristalline et puissante, puisqu'elle est claire, elle est pure. À l'inverse, dans la chronique du bas, Epica, on parle bien de deux choses différentes. Simone Simons, évoluant dans un registre cristallin et divin, elle est capable de chanter à peu près tout et n'importe quoi. Les parties lyriques sont encore plus accentuées. Ce qui sous-entend ici, avec des parties lyriques, qu'il y a des parties d'autres choses aussi. En tout cas, qu'elle soit lyrique ou non, cette clarté de la voix en M2, elle est plus facilement atteinte dans les aigus. On l'a vu là avec l'extrait qu'on vient d'entendre, puisque quand on arrive sur du Do4, du Ré4, les plis vocaux ils vont se décoller, ça va aller gentiment vers le M1. Et donc la presse, elle peut rapidement confondre un chant clair aigu avec un chant lyrique. Et donc, pour ça, je vais vous faire écouter un autre extrait, toujours du groupe Epica. Alors là, ici, on a encore un morceau avec une étendue large, hein, une octave du Mikatomi 5, des notes plus aiguës que dans le morceau précédent chanté par la même chanteuse, et pourtant qui font moins appel à la technique lyrique. Globalement, on va parler de mécanisme M2, même si on peut là maintenant difficilement parler de chant lyrique, bien qu'on ait quelques petites inspirations, surtout sur les phonèmes qu'on voit en bleu. You et through qui s'inspire, on va dire, du lyrique. Et ensuite, on a des notes qui sont beaucoup plus claires, beaucoup plus ouvertes. Ça, c'est sur celles qu'on voit en rouge, never enough, R, ou I, etc., qui sont plus ouvertes. Et donc, ce style qui est moins lyrique, plus pop, il peut expliquer à nouveau la confusion qu'on va lire dans la presse, puisque ici on nous dit Simone en impose également par son lyrisme à la André Matos. C'est montée parfaite dans les aigus, donc je vous explique très rapidement qui est André Matos. C'est un chanteur de power metal des années 90 qui n'a jamais utilisé la technique lyrique et qui est tout le temps salué pour l'agilité qu'il a dans ses montées dans des aigus très clairs, qui utilise beaucoup le falsetto, mais pas que. Donc, je reviens juste après sur les éléments pop, après avoir écouté un autre extrait qui s'éloigne encore plus du lyrique, malgré des notes aiguës en M2, qui sont bien moins claires, bien moins accolées. Stay on my ground.
on a une étendue de notes qui est plus faible. On est sur une 7e, là où les morceaux d'avant faisaient une octave, voire plus. Énormément de Do 5, donc on est sur quelque chose qui est faisable par une soprane expérimentée autant bien en M1 qu'en M2. Mais j'insiste sur l'aspect expérimenté. On s'éloigne encore plus du chant lyrique ici. Déjà sur le placement, on n'est pas sur un chant couvert. En termes de mécanisme ensuite, on est sur ce qu'on a envie d'appeler une voix mixte. Puisque c'est difficile de déterminer si on est sur le M1, le M2, ici en particulier en raison de l'expérience de la chanteuse qui est souvent saluée pour sa maîtrise d'un registre à l'autre qui est pratiquement imperceptible. Et en termes de style, on a au contraire à la fin là qui est écrit en rouge Stand My Ground, on a un passage marqué volontaire sur du M1 avec des notes basses. Vraiment, on l'entend sur Stand My Ground, sur du M1, mais sur des notes, on a vu dans les extraits d'avant, qui sont faisables en M2 par des chanteuses soprano. Donc là, on est sur une affaire de choix. Donc, ce qu'on entend surtout ici, c'est un chant aigu, plus qu'un chant lyrique. On a un chant qui met un petit peu de voile sur la voix, avec un conduit vocal qui est un petit peu plus refermé. Et la presse va en parler beaucoup plus péjorativement, en parlant de voix au perché. Donc le groupe qu'on vient d'entendre, là, Within Temptation, souvent, je vous ai mis une chronique, mais il y en a plein d'autres, il y avait 135 numéros dans mon corpus, avec son chant au perché. Et ensuite, un autre groupe, Visions of Atlantis, qui est comparé à Within Temptation à Nightwish. Ce groupe-là s'inspire de Nightwish, avec un métal symphonique sans symphonie, mis en relief par une voix féminine au perché. Et ça, c'est des groupes qui ont des notes qui sont en dessous de la moyenne dans les chroniques. Et donc, c'est ce style moins projeté qui est jugé trop pop qui va expliquer le reproche d'absence de puissance et surtout le rejet par la presse. Et donc, comme je viens de vous le dire, avec des notes de critiques qui sont inférieures à la moyenne. 1 sur 5, 2 sur 5, pas plus. Et donc, on va continuer avec ces deux morceaux qu'on vient d'entendre. Après, on va pouvoir terminer, puisqu'on va se diriger vers un style pop qui va être jugé trop doux. On va reprendre le refrain qu'on a déjà écouté de Never Enough. Donc, avec ce refrain, là, on s'intéresse plus aux éléments pop. En rouge, ce qu'on voit donc tout à la fin, là, sur le dernier mot, on a un décollement qui est clairement souligné, qui fait the line. Donc, vraiment une voix, il y a une volonté qu'elle soit soufflée, cette voix-là. Et pourtant, on a vu dans l'extrait d'avant que c'est une chanteuse qui sait chanter en lyrique. Donc là, on a vraiment une histoire d'intention stylistique. Ce qu'on voit en bleu également, Make Up This Time, on a un qui est exagéré. Elle nous dit time, encore une fois, qu'on a déjà entendu. J'exagère. Et ensuite, ça va s'intensifier avec l'extrait suivant, qui est le même morceau que tout à l'heure, mais pas au même endroit. I can see when you stay low, nothing happens. Does it feel right? Late at night, things I thought I put behind me. On my mind. Donc là, on est sur un mécanisme qu'on peut aisément plus nommer M1. On est sur des notes qui sont difficiles à faire en M2 pour une soprane. Donc on est à l'inverse du premier extrait qu'on a entendu. C'est faisable, mais c'est pas la zone de confort en tout cas. Le placement, aucune couverture, on va appeler ça une voix pop, une voix ouverte. Et en termes de style, là c'est vraiment tout ce qui est écrit en couleur sur la diapo. On a pas mal d'aspérité, pas mal d'irrégularité qu'on va pas du tout retrouver dans les intentions stylistiques du lyrique, mais beaucoup plus dans la pop. Déjà, le tout premier phonème I, on a quelque chose de soufflé avec un coup de glotte. Ensuite, pas mal de fry en bleu, stay, feel, j'exagère, hein. Stay low, nothing happens, does it feel right? Et en rouge, justement le right, là, on a un décollement qui est volontaire avec un passage en voix de tête volontaire. Right. Et enfin, en violet, on a 3 yodels de suite, on my mind, qu'on va pas du tout trouver sur des registres d'intention lyrique. Et donc, c'est un chant qui, lui, est
très mal accueilli par la presse, justement en raison de son rattachement à une esthétique pop qui est là jugée trop douce. Donc c'est l'inverse de la puissance agressive qu'on veut dans le métal. Ce n'est pas assez puissant, c'est un signifié qui est trop niais, trop mielleux, donc trop éloigné des valeurs de la culture métal. On le voit, After Forever est félicité pour ne pas avoir suivi cet exemple, puisque son chant est loin des mélodies popisantes mielleuses de Within Temptation, qu'on vient d'entendre, Within Temptation. Within Temptation, eux, à côté, ils sont passés du côté rose de la force. Là, on voit les représentations sociales, avec une balade mielleuse en dégobillé. On a le vocabulaire aussi de la culture métal, qui est toujours très familier. Et donc, il va être temps de conclure. Donc voilà, je vous présente les visages de ce que vous avez entendu pendant que je conclue. Donc on a vu 3 styles vocaux différents et surtout 3 manières d'en parler. Le lyrique, qui est valorisé comme puissant. L'aigu, qui est apprécié parce que sa technique vocale cristalline, elle est proche de ce qu'on attend dans le lyrique. Et enfin le pop, qui est rejeté parce qu'il serait trop doux, trop niais, trop mielleux. Ce que moi, je voulais voir, c'était des continuums et au contraire des ruptures entre des matériaux vocaux que j'ai pas du tout abordés dans ma thèse, parce que encore une fois, pour la 27e fois, je ne suis pas musicologue. Et ça fait suite à une discussion qui s'est tenue à la fin de ma soutenance de thèse avec quelqu'un dont vous ignorez l'existence et dont j'ai absolument tout à vous apprendre, qui s'appelle Catherine Rudan. Je plaisante, bien sûr, qui en fait m'a conseillé d'essayer de confronter le matériau musical à l'analyse sociale que j'ai faite, puisque moi j'ai analysé 357 magazines et l'organisation de concerts de la scène métal de 1996 à 2019, donc pas du tout le matériau musical. Et donc, comme je viens de le dire, dans ma thèse, j'ai pas inclus les traits musicaux, alors que, en la commençant, je disais qu'il était important de le faire, puisque c'est grâce à ça que j'ai questionné la notion de genre musical. Alors que le métal à chanteuse, il est souvent rejeté en raison du gender des gens qui le chantent, ici des femmes. Moi, j'ai voulu, pour prolonger les résultats de ma thèse, intégrer les traits sonores aux aspects sociaux et discursifs qui structurent les 750 pages de ma thèse, sans les annexes. Pour interroger le lien entre voix féminine, du symphonique et puissance, alors que la discipline dont je viens, les sciences de l'information et de la communication, elles tendent grandement à oublier la musique dans leurs objets et encore trop souvent à les séparer, ces objets, entre analyse textuelle et sociale. Et moi, je suis convaincue que l'une et l'autre, analyse textuelle et sociale, ne sont pas incompatibles, mais plutôt complémentaires, car, pour vous citer quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, Catherine Rudan, en 2022, ce faisant, l'analyse musicale sort de son périmètre textuel, et dans le même mouvement, l'enquête de terrain sort de sa trop fréquente surdité aux spécificités musicales. Merci. Je me rends compte que j'ai pas plus de stylo. Antoine. Alors, merci beaucoup. Bon, j'aurais peut-être une question, mais je vais d'abord laisser la parole à la salle, si vous avez des questions. Moi, j'en ai une éventuellement. Oui, c'est bon, je passe. Je me posais la question, justement, cette confusion entre chant lyrique, entre guillemets, encore une fois, parce que tout est nuancé, et simplement chant aigu. Si ça ne tient pas aussi justement à l'usage de la voix de tête, là où ce registre, dans un contexte populaire, on attend peut-être plutôt un belt, justement. On attend plutôt de rester en voix de poitrine et de forcer la voix de poitrine. Est-ce que ça ne tient pas aussi à ça ? Ah, mais complètement. Mais complètement. Qui plus est dans le métal. Alors, pour le belt, dans le métal, oui, non, dans le sens où le heavy metal des années 80, il est vraiment aussi beaucoup structuré. Ce qu'on appelle les voix puissantes, ça va être des voix falsetto d'hommes, mais à nouveau très claires et très, très, très accolées. Donc la voix de tête, c'est pas quelque chose d'incongru dans le métal. Cependant, ça reste effectivement, c'est une musique populaire. Donc ça reste une voix qu'on a moins l'habitude d'entendre. Donc tout à fait. Effectivement, le fait de chanter aigu en voix de tête, déjà, ça y est, tout le monde chante lyrique à ce moment-là. Et je me posais cette question, justement, je te mentionnais le belt aussi par rapport au fait que ce sont des chanteuses et qu'on sort des années 90 où on a eu tout ce moment, justement, de chanteuses R&B à voix, dont on attend que le dernier refrain, on ait des ad-libs en belt. Et je me demande si c'est pas, voilà, justement, cette manière d'entendre ce type de voix
n'est pas conditionné justement par une décennie d'adlib belt en dernier refrain, par rapport au fait que ce soit des chanteuses. Ouais, alors c'est hyper paradoxal dans le métal en fait, parce que ça c'est un truc qui se reproduit beaucoup quand on fait des analyses sociales. C'est vraiment la mémoire à court terme en fait des cultures qu'on étudie. Je m'explique. Là, on est au milieu des années 90, années 2000. Les femmes dans le métal, la scène métal croit qu'elles sont nouvelles, alors que la scène métal sait très bien que dans les années 80, il y a eu des femmes qui étaient signées chez des majors. Je pense à Doro, je pense à Lita Ford. Je ne sais pas si c'est des noms qui vous parlent. Mais Doro, en tout cas, on est sur une voix archi-beltée, saturée, vraiment beaucoup plus proche de ce qu'on attend du métal. Je ne sais pas si vous voyez la chanson de Doro, Warlock, All We Are. Oh we are! Voilà, c'est ça. Donc on est habitué à ça, puis c'est du major. Donc, mais 10 ans ont passé, et quand on lit la presse métal dans les années 90-2000, on a l'impression que ces chanteuses n'ont jamais existé et que le monde du métal découvre qu'il y a des chanteuses et qu'on oublie que... Donc c'est hyper paradoxal, comme beaucoup de choses dans la culture métal. Merci.